bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Un soir chez Édouard. Alors je pense que vous l'avez deviné avec l'ambiance autour de nous. Ce soir on célèbre Halloween. Alors on va parler pendant cette émission d'histoires qui font peur, qui nous ont marqués. Et pour ce faire, j'ai autour de moi deux invités. Alors on accueille Tom, bonsoir. Bonsoir. Et Alexia, bonsoir. Bonsoir. Et j'ai avec moi mon complice de toujours, Arona. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi j'ai envie de commencer par vous, Tom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre métier, parce que c'est un petit peu particulier, et si vous avez envie de parler d'une histoire un petit peu terrifiante, dont vous m'avez déjà un petit peu parlé, j'en ai plein ça m'a l'air pas mal. Je suis jeune journaliste, rédacteur en chef, dans un média qui est dédié au paranormal, qui s'appelle BTLV. C'est un média, c'est une web télé en fait par abonnement. À l'instar de Netflix, où on paye pour accéder. Cette fois-ci, c'est pas des séries, c'est du contenu paranormal. Enfin, on fait pas que les fantômes, il y a les ovnis, il y a les anciennes civilisations, cryptozoologie, réincarnation, expérience de mort imminente. Il y a des milliers d'heures d'émissions. Enfin, voilà, on a beaucoup de contenu et beaucoup d'invités. Donc, je suis assez jeune dans la boîte. Je suis arrivé au mois de septembre. D'accord. Voilà. Et mon expérience avec le paranormal, parce que forcément, on vient pas ici par hasard, quoi. Déjà, quand j'ai commencé à être journaliste, je savais que je voulais pas faire quelque chose de généraliste. D'accord. Parce que ça m'ennuyait vite. Je savais qu'il fallait que je me spécialise quelque part. Et depuis le collège, en fait, ça m'a toujours intrigué, c'est les histoires qui font peur, paranormales. Et là, je suis tombé un peu par hasard. C'est sur Internet l'apparition des légendes urbaines, en fait, qui... au début des années 2000, ont fait leur apparition, mais maintenant c'est des histoires qui sont connues par tout le monde. Il y a le Slenderman, Jeff the Killer, il y a toutes les histoires d'épisodes perdus de dessins animés, des choses un peu plus glauques, des jeux vidéo qui sortent du deep web, comme ça de Satan. C'est vraiment une mine d'or, et je pense que ça fait bien plus peur que certains films d'horreur ou que certains livres. Oui, je pense, oui. C'est pas toujours rassurant d'écouter ou de regarder certaines sont ça. vraies, hein. Allez, voilà. Eh bien, bonne soirée, merci pour cette émission à tous, on va rentrer chez soi. Non, du coup, vous avez envie de nous parler alors de Creepypasta. De Creepypasta. De Creepypasta, c'est ça. En fait, les Creepypasta, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Pas du tout, c'est le nouveau nom, c'est le nom d'internet des légendes urbaines en fait. D'accord. Les légendes urbaines, c'est ce qu'on se partageait de bouche à oreille, avant de dormir, ou justement pour éviter de dormir. C'est pareil, mais sur Internet. Et je trouve que l'avantage, c'est que ce ne sont pas que des histoires écrites, c'est qu'en plus, ça peut être accompagné de musique, de photos, de vidéos, de pièces en conviction, en fait. Et c'est là où ça prend toute sa dimension horrifique. Il y en a tellement, en fait, quand j'avais 14 ans, j'étais déjà administrateur d'un site qui parle de ça. C'est Creepypasta from the Crypt. Je pense que c'est le site des Creepypasta en France. Et ce qui est incroyable, et je pense que ce qui est le plus dérangeant dans ces histoires, c'est qu'elles peuvent prendre une base totalement anodine, voire même enfantine. C'est-à-dire quand je vous parle de Bob l'éponge, quand je vous parle des Simpsons, quand je vous parle d'émissions avec des marionnettes, c'est des choses assez gaies, et en fait, les auteurs détruisent ça complètement pour faire des choses absolument terrifiantes et qui sont aussi assez incroyables. Donc ce soir, on va ruiner notre enfance. Oui, très bien, essentiellement. Parfait. Ouais. Est-ce que là, vous avez envie une petite histoire en particulier, peut-être ? Oui, je pense que c'est l'une des plus connues. On va aller chez Mickey, parce que je vois que dans votre décor, vous avez Phantom Manor. C'est l'une de mes attractions préférées, d'ailleurs. Il y a une histoire d'un épisode de Mickey qui aurait été perdu puis retrouvé, en fait, dans des archives, qui s'appelle Suicide Mouse. Alors, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus. Oui. Et voilà, on a des frissons quand on en parle. Alors, un petit peu. Ouais. Bon, en fait, Suicide Mouse, ça serait apparemment un épisode qu'on ne peut pas regarder jusqu'au bout, qui rendrait fou, évidemment, je parle au conditionnel, parce qu'il y a beaucoup de folklore autour. Et a priori, ça peut être assez simple. Comme je vous dis, on part d'une base a priori saine. On voit Mickey qui marche dans la ville, et déjà, les premières choses qui peuvent paraître bizarres, c'est la musique, qui est extrêmement désaccordée. C'est en noir et blanc, et il n'y a aucun dialogue. Voilà, il se passe rien, à part le fait que Mickey marche, et ça dure plusieurs minutes comme ça. Et au fur et à mesure de ce supposé épisode, qu'on peut retrouver sur Internet, hein, c'est ça qui est bon, hein,
c'est que déjà le visage de Mickey change, devient plus grave, et au bout de quelques minutes, écran noir. Mais un écran noir qui dure lui aussi plusieurs minutes, il faut attendre, et quand l'image revient déjà totalement distordue, parasitée, et là on n'a plus du tout un piano en fond, on a des bruits très troubles, on a même des cris, des hurlements, des gens qui hurlent à la mort, notamment une femme, on entend une femme qui est vraiment qui se pète les cordes vocales, quoi. Et on a un Mickey qui adopte plutôt un sourire carnassier. Et en fait, c'est vraiment toute l'ambiance et le tout qui rend la vidéo assez bizarre. Pour les plus sensibles, je pense qu'on peut pas la regarder jusqu'au bout. Je vous invite quand même à la voir. Je sais que vous allez taper sur Google Suicide Mouse. C'est une vidéo qui je pense qu'il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Okay. Et ça, on va dire que c'est que la partie immergée de l'iceberg des légendes urbaines. Okay. Parce que plus on creuse, plus il y a des choses qui sont absolument redoutables. Alors Alexia, vous avez déjà vu la vidéo ? J'ai déjà vu la vidéo et il y a des rumeurs qui diraient que apparemment c'est Walt Disney lui-même qui avait monté cette vidéo en fait et qu'on l'avait retrouvée soi-disant dans le fin fond du placard, quoi. Donc c'est ce qui rend encore un peu plus flippante l'histoire, quoi. Et aussi autour de cette histoire apparemment les personnes qui l'auraient visionné seraient devenues fous en fait. Donc il y a eu une sorte de roulement pour que quelqu'un continue le visionnage en fait jusqu'à la fin. Oui, d'accord. Tellement les images étaient insoutenables. C'est que le début, je vous l'ai dit, Clara. On vient juste de commencer. Je ne sais pas si je vais regarder. Alors, Alexia, on m'a dit que vous aviez eu quelques histoires paranormales. De quoi nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Une en particulier, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Donc, c'était il y a environ 1 an. Donc, j'étais dans le 78, dans les Yvelines, chez mon ancien copain. Et l'appartement était très grand, très lumineux. Donc, rien de spécial a priori. Il venait d'être refait, donc totalement moderne. Et en fait, au fur et à mesure du temps, donc au bout de 2 mois à peu près, on a commencé un peu à sentir un peu mal à l'aise en fait dans l'appartement. Donc, il faut savoir qu'on était en colocation avec 2 autres personnes. Et donc voilà, donc on continue notre vie, mais c'est vrai que l'ambiance est devenue un peu pesante, et notamment dans une pièce, donc la seule qui n'avait pas été refaite en fait de l'appartement, donc la buanderie, qui en fait à chaque fois qu'on rentrait dedans et qu'on en sortait, on était fatigué, mais vraiment fatigué, et c'était pas descriptible. Et on se posait pas trop de questions au départ. Moi, je suis un peu terre à terre, je crois pas trop, donc je me suis dit c'est pas grave, c'est peut-être le temps ou quoi. Et une fois, c'était en pleine nuit, j'étais totalement réveillée. Voilà, j'étais dans la salle de bain, donc tout le monde dormait vraiment à point fermé. Et je sens juste qu'on me tire le cheveu en fait derrière. On me tire le cheveu, mais un peu violemment. Et sur le coup, je me suis énervée. Je me suis dit, mais enfin, qui m'a tiré les cheveux ? C'est pas possible. Et voilà. Et en fait, il y avait absolument personne. Tout le monde dormait. Donc, bon, c'était la première chose un peu flippante. Alors, je me permets de vous couper. Quelle est votre réaction à ce moment-là ? Je me suis juste énervée. Pour moi, on me faisait une blague, en fait. Ah oui, d'accord. C'est vraiment pas... Pas cool, le fantôme. Oui, non, pas cool. Non, pas sympa, franchement. Il y a d'autres approches, quoi, finalement. Oui, voilà. Moi, je sais que je fais une crise cardiaque à ce moment-là. Oui, mais quand on est réaliste et trop terre-à-terre, on pense pas du tout à ça en premier, en fait. Après, il s'est repassé 2-3 choses comme ça. Donc, surtout tournées envers moi. Donc voilà, où soit on me touchait la tête ou des choses comme ça alors qu'il n'y avait pas du tout lieu d'être. Bon, j'ai persisté à croire que c'était psychologique ou voilà, peu importe du vent ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment posé des questions. Et en fait, il s'avère que dans ma famille, on a, ma grand-mère est voyante et tout ça. Moi, j'ai toujours été en retrait de ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, il va peut-être falloir que j'appelle à l'aide, en fait, parce que c'était pas que moi, en fait, c'était mon chéri de l'époque et mes 2 autres colocs qui commençaient à sentir un peu mal aussi. Donc, en fait, j'ai pratiqué moi-même une sorte de purification, en fait, de l'appartement. C'était très fatigant et je saurais pas du tout expliquer, en fait, la cause de tout ça, si c'est vraiment paranormal ou si c'était dans notre tête, mais c'était quand même vachement flippant. Et vous avez cherché à savoir qui c'était, qui pouvait habiter avant Alors on a appris que potentiellement, après le propriétaire était un peu difficile à approcher, qu'il y aurait une dame qui serait justement décédée dans cet appartement. Donc avant qu'il soit refait,
Voilà, donc c'était pas très cool. Je vais récupérer mon téléphone et appeler mon propriétaire, on ne sait jamais. Mieux s'en assurer. Chez moi ce soir, il y aura des gens qui vont m'attendre, un petit comité d'accueil. Ah, sympathique. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on fait une purification d'appartement? On sait jamais, hein, pour les gens Alors qui nous regardent. ça dépend vraiment en fait des croyances de chacun. Moi, je viens d'une famille catholique, donc forcément, on s'adapte. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout, et dans ce cas, je pense qu'on se tourne vers d'autres pratiques. Voilà, moi, c'était avec du coup des prières, donc des prières de purification pour repousser en fait les esprits démoniaques. Après, à savoir s'il était démoniaque ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc c'est avec des prières, avec aussi tout ce qui est encens, de la sauge, ou des choses comme ça. Donc c'est profond, c'est du temps. Après, pour ceux qui y croient, ils vont dire que c'est pas marrant. C'est quand même une démarche assez difficile. Faut être armé, en fait. Faut être vraiment armé dans l'esprit, quoi. Faut pas être fragile. Faut pas demander à n'importe qui de faire ça, en fait. Il faut soi-même en fait se purifier avant même de purifier l'endroit où on vit. Donc ça c'est un peu les choses à savoir si on est croyant. Après si on n'est pas croyant, il faut je pense faire appel à des spécialistes du paranormal et en fait juste savoir si c'est du paranormal ou si c'est juste la pure raison et si c'est juste des effets, des concours de circonstances. Donc voilà. On déménage. Oui, aussi. C'est ce que mais c'est pas toujours possible. Assez d'argent pour pouvoir quitter les lieux. C'est ça. Ah là là. Et ça a marché alors? Alors là c'est pareil, c'est encore une question de croyance. Pour le coup ça s'est apaisé. Mais est-ce que c'était un peu de l'effet placebo ou est-ce que c'était vraiment une purification efficace? Je saurais pas dire. Parce que je suis partie entre temps forcément, donc j'ai même pas pu voir sur le long terme, quoi. Bien joué. Mais j'ai bien fait, ouais. Donc voilà. Ah non, mais toutes ces histoires de paranormal. Et surtout, il y a à peine quelques jours, notre collègue Gabriel, qui habite aussi dans le 78, nous a raconté une histoire d'interrupteur. Gabriel, je pense que faut pas bider dans le 78. Non, voilà, on va éviter. On s'éloigne. Alors Arona, toi, tu veux nous parler d'une histoire de sœurs jumelles. Alors c'est une histoire assez connue, peut-être que vous la connaissez. Peut-être. C'est l'histoire des sœurs June et Jennifer, qui sont des sœurs jumelles, nées le 11 avril 1963 au Pays de Galles. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que déjà, on les surnomme les jumelles silencieuses. Et leur problème, c'était que elles étaient complètement isolées du monde. Elles ne voulaient parler à personne et elles avaient développé leur propre langage, en fait. Et il y a eu un livre sur elles, il y a eu des interviews plus tard. Et donc ça explique un peu, j'ai expliqué un peu leur histoire. Donc ces filles étaient au Pays de Galles. Et déjà, elles étaient assez isolées des autres enfants et des autres familles, puisque c'était les seules filles noires de l'école. Du coup, elles subissaient un peu du harcèlement. Donc elles ont commencé à s'isoler, à créer un peu leur petit cocon personnel. Et en plus de ça, elles ont un trouble de la parole, c'est ce qui fait qu'elles ont un peu de mal à parler, elles mâchent beaucoup leurs mots. Et les professeurs et les surveillants dans leurs écoles ont remarqué beaucoup de choses, notamment que les filles ne parlaient pas du tout, ni avec leurs camarades, ni avec les professeurs, c'était impossible de les faire parler. Et avec leurs parents aussi, leurs parents avaient aussi remarqué ça, notamment son père qui nous dit dans une interview que lorsqu'il posait une question à l'une d'elles, l'autre fille, c'est comme si elle attendait l'approbation de l'autre sœur avant de parler. C'était bizarre, c'est comme si elles avaient créé une sorte de pacte entre elles pour ne parler à personne et pour s'isoler du monde. Et aussi à l'école, on a remarqué qu'elle se coupait beaucoup du monde, notamment à la cantine. Elle mangeait avec personne. Elle ne voulait pas être vue en train de manger. Et elle ne parlait à personne. C'était à chaque fois pareil. Et même lorsqu'on les appelait aussi, apparemment, elles ignoraient les gens. C'est-à-dire que on les appelait et elles fixaient les gens, ne parlaient pas. Et puis tant que la personne n'était pas partie, tant que la personne n'avait pas détourné le regard, elle restait comme ça. Et donc, au bout d'un moment, les gens ont commencé à se poser beaucoup de questions. À partir du moment où un médecin est venu vacciner tous les élèves de l'école contre la tuberculose,
Lors de l'intervention, le médecin a dit que les filles étaient comme déconnectées. Normalement, un enfant, quand il se fait piquer, il a un peu de mal, il a un peu peur, il a la pression. Le médecin nous dit que c'était comme des corps morts, en fait. Elles ne réagissaient pas. Et donc, à partir de là, ils ont dit, OK, on va les sortir de l'école, on va les emmener dans un établissement plus spécialisé. Et donc, on les a envoyés chez un pédopsychiatre qui a diagnostiqué chez elle un mutisme sélectif. En fait, en gros, c'est apparemment certains enfants choisissent les personnes avec qui ils veulent parler. Donc, par exemple, ils vont parler avec leurs parents normalement, et puis lorsqu'ils seront dehors, ils vont arrêter de parler, ils seront muets. Mais ce que le médecin a dit, c'est que normalement, ça arrive qu'à une courte période de la vie. Donc après, l'enfant arrive à se sociabiliser, arrive à parler avec les autres. Et normalement, ils doivent parler avec leurs propres parents aussi, puisque c'est le premier lien qui se crée. Sauf que les filles ne parlaient ni avec leurs parents, ni avec les gens de l'extérieur. C'était vraiment que entre elles, sauf leur petite sœur, du coup, Rosie, qui vivait dans leur chambre et avec qui elle créait des sortes de pièces de théâtre. Donc leur petite sœur nous dit que tout se passait très bien jusqu'au jour où elle a dû quitter leur chambre parce qu'elle commençait à être un peu trop grande. Et donc à partir de là, elles ont arrêté de parler à leur petite sœur également. Et donc le lien s'est resserré entre les deux sœurs et là, elles ont vraiment été coupées du monde. Et donc ensuite, elles ont été envoyées dans un établissement spécialisé avec des nouveaux éducateurs qui ont remarqué en fait qu'au final, le langage qu'elles avaient entre elles, que personne ne comprenait, c'était juste un anglais très accéléré en fait. Et comme en même temps elles mâchaient leurs mots, ça fait qu'on avait l'impression que c'était un nouveau langage, mais en fait c'était tout simplement de l'anglais, et elles devaient travailler sur ça. Et donc il y a d'autres encore histoires durant leur adolescence, par exemple, lorsqu'elles voulaient regarder la télé, elles faisaient une lettre à leur père avec l'heure et le programme voulu. Et lorsque, par exemple, toute la famille regardait la télé dans le salon, elles se cachaient dans le couloir pour que personne ne les voie en train de regarder la télé. Il y a plein de trucs bizarres. Je sais pas, elles voulaient s'isoler du monde, elles avaient créé leur truc. Et donc, on en a appris beaucoup plus grâce à leur journal intime. Et grâce à ça, on a pu voir que, bizarrement, elles détestaient le lien en fait, qu'elles avaient ensemble. Elles voulaient se parler aux gens, elles voulaient se sociabiliser. Mais elles avaient l'impression que si elles brisaient ce lien, il y a une malédiction qui allait tomber sur elles. Et c'est pourquoi elles ont consolidé ce lien, et c'est pourquoi elles s'isolaient du monde et ne parlaient qu'entre elles. Et au final, donc, après, il y a eu le mariage de leur sœur. Pareil, amorphe, elles ne bougent pas, elles ne parlent à personne, comme si elles étaient mortes. Et à partir de là, la famille a donc décidé d'arrêter de les inviter aux événements familiaux. C'est dire, quoi. Elles étaient vraiment isolées. Et donc, après ça, les docteurs et la famille ont décidé donc, de les séparer pour voir ce qui allait se passer. Et ils ont tranché, ils ont choisi donc June, l'une des deux sœurs, parce qu'apparemment, elle avait plus de capacité sociale. Elle parlait plus facilement aux gens et elle s'intégrait plus facilement avec les autres. Mais cette séparation ne les a pas aidées, au contraire, elles étaient tout le temps tristes, notamment June qui était donc dans le même état à chaque fois, mais encore pire, on l'a retrouvée en train de pleurer dans sa chambre, amorphe, comme si elle ne voulait plus vivre en fait. Elle se laissait mourir à chaque fois. Et donc elles ont été réunies de nouveau. Et à l'âge de 16 ans, donc, dans leur nouvelle institution, elles ont rencontré 2 garçons, des jumeaux aussi, des Américains. Et à partir de là, elles ont comme découvert la vie en fait. Donc elles se sont mises à sortir un peu la nuit, aller en boîte, tout ça. Mais malheureusement, ces 2 garçons donc, ont dû rentrer chez eux, aux États-Unis du coup, vu qu'elles vivaient au Pays de Galles. Et elles ont vu ça comme une sorte d'affront, comme si la société ne voulait pas... Enfin, comme si la société voulait les isoler du monde. Et donc à partir de là, elles ont développé une sorte de... Comment dire j'ai pas le mot exact, mais elles ont commencé à brûler des objets, des habits. Et elles sont allées jusqu'à brûler un magasin. Et donc elles ont dû aller en prison. Oui, ah oui, évidemment. Forcément. Sauf qu'en prison, ils n'avaient jamais été face à ce cas-là. Des jumelles qui ne parlent à personne et qui brûlent des choses comme ça, sans rien dire à personne. Donc on a décidé de les envoyer dans un établissement spécialisé cette fois-ci. Et de nouvelles fois, donc, elles ont été séparées,
mais elles étaient autorisées à envoyer des lettres à l'extérieur et aussi entre elles, puisqu'elles n'étaient pas autorisées à communiquer entre elles. Et Jennifer nous dit donc que cette séparation l'a fait souffrir énormément et qu'elle était vraiment prête à mourir. Et leur séjour leur a permis de aussi travailler sur leurs problèmes de parole. Donc elles ont pu s'exprimer, et lorsqu'elles s'exprimaient, elles disaient donc aux juges ou aux éducateurs qu'elles étaient enfin devenues normales et qu'elles voulaient sortir en fait. Mais c'était impossible. Les éducateurs, les juges ne voulaient pas les laisser sortir parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer si elles retournaient dehors. Parce que certes, elles avaient grandi, je crois qu'elles ont passé 12 ans dans les établissements après leur adolescence, mais on ne savait pas ce qu'elles allaient devenir après, puisque elles n'ont pas grandi comme les autres, elles n'ont pas vécu comme les autres. Et pendant 10 ans, donc, elles sont allées d'hôpital en Grande-Bretagne. Et en 1993, à l'âge de 29 ans, June et Jennifer sont transférées à Bridgend, donc au Pays de Galles. Et pendant le trajet, Jennifer ne se sent pas bien. Elle est emmenée à l'hôpital et meurt quelques heures après d'une myocardite aiguë. Donc c'est un infarctus, je crois. Et c'est arrivé donc d'un coup, aucune trace de drogue, de poison. C'est vraiment arrivé subitement. Et à cet âge-là, c'est pas censé être fatal, donc une myocardite aiguë. Et ce qui est surprenant, c'est que plusieurs semaines avant, dans ses lettres ou avec les éducateurs, elle parlait comme si elle avait prédit sa mort. C'est-à-dire qu'elle disait donc voilà, je me sens prête à mourir, je me sens prête à partir, donc pas de suicide, pas de meurtre. Elle meurt naturellement et elle avait prédit sa mort, donc je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit ok. Et on a retrouvé donc après dans leur journal intime que les sœurs en fait se considéraient comme une entité unique, mais qu'il y avait un corps en trop. Et que donc, forcément, il fallait que l'une d'eux meure pour que l'autre vive parfaitement, en fait. Et bizarrement, après le décès de sa sœur, June se serait écrié « Je suis enfin libérée, Jennifer a enfin donné sa vie pour moi ». Et après ça, June donc, a donné des interviews, normalement, elle a vécu sa vie, elle a pu aller dehors, elle est sortie de l'hôpital. Et on peut connaître tous les détails de sa vie, notamment sur YouTube, on peut voir l'interview, elle est tout à fait normale et elle nous parle comme si c'était une histoire banale en fait. Alors que pendant presque 30 ans, les filles se sont isolées, n'ont parlé à personne, avaient leur langage personnel, avaient leurs secrets. Et ouais, c'est cette histoire qui me surprend le plus parce que des jumeaux, on n'en rencontre pas tout le temps, c'est vrai, mais par exemple, Clara a une sœur jumelle, je sais pas si elle vous l'a dit. Oui, c'est ce que j'allais dire, j'en profite pour saluer ma sœur jumelle. Et vous ressemble Hein ? Elle vous ressemble ? On est des vrais, oui. Après, moi, je trouve qu'on se ressemble pas, mais c'est parce que je pense qu'on se voit beaucoup, du coup, on n'arrive plus à voir les ressemblances. Mais je pense qu'il y a un truc qui est quand même prédisposé aux jumeaux et jumelles, parce que je sais que quand on était plus jeune, on parlait un langage spécial pour pas se faire comprendre des autres. Ça, c'est mes parents qui nous ont raconté ça. Bon, c'était des trucs très bizarres, mais genre gali-gali-ga, enfin, c'est des trucs comme ça. Mais nous, on se comprenait entre nous. Et je pense qu'il y a aussi un truc du fait que les autres n'arrivent pas à comprendre la relation qu'ont des jumeaux et des jumelles entre eux. Du coup, ils se sentent un peu rejetés. Comme ça, je me rappelle au collège, ma prof de sport avait aussi des sœurs qui étaient jumelles. Et quand elle nous a eu en cours, parce qu'on était toujours en cours ensemble, c'était une demande qu'on avait, parce qu'on aimait bien être ensemble. Et la prof avait convoqué notre mère en disant ça y est, ça recommence, elle m'exclut. Et en fait, ça l'avait tellement marqué, elle, dans sa vie privée, que en fait, ses sœurs restent vraiment qu'entre elles, c'est partager que son monde. Et elle a été mise de côté. Et du coup, quand elle nous a revus en cours, et ça lui a fait un choc et ça l'a perturbée énormément. Mais c'est vrai que... Moi, j'ai une sœur qui est un peu plus sociable que moi, mais c'est vrai que j'ai tendance à plus rester genre avec elle. C'est un petit peu mon petit bouclier face à la vie. Et je comprends un peu le fait... Bon, après, le côté entité pour deux, non, ça, nous, on est normal. Enfin, je crois. Elvia, si tu m'écoutes, faut qu'on se parle. Mais en tout cas, il y a une petite partie que je peux comprendre. C'est très sympathique. Écoutez, je vous remercie d'avoir partagé cette soirée avec moi. C'était très sympathique. On va faire attention quand on va rentrer chez nous ce soir. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. Bientôt, c'est un épisode spécial Noël, si je ne me trompe pas. Si vous voulez participer, envoyez-nous un mail à @
radio.ugop12@gmail.com. Je remercie aussi évidemment la technique qui nous a permis de faire cette belle émission. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Radio UGOP. À bientôt.